la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi au programme L'agriculture irriguée pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le Togo se dote d'un schéma directeur pour y parvenir. Document de planification soumis ce lundi à validation. Plus de détails dans ce journal. Ce 25 juillet est célébrée la journée africaine des mers et des océans. Au Togo, à l'instar des autres pays, l'événement est organisé autour du développement de l'économie bleue en Afrique. Et puis, nous irons en fin d'édition à la rencontre des femmes dans le secteur des agents de sécurité, un secteur où l'écart entre les sexes est très visible. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi sous la présidence du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 4 communications. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Communiqué du Conseil des ministres du 25 juillet 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 25 juillet 2022, sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2013-011 du 7 juin 2013 portant Code de la route. Au cours de ces dernières années, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes au plan infrastructurel et juridique afin de mieux garantir la sécurité des usagers de la route. Ce projet de décret vient compléter le dispositif juridique existant. Il met un accent particulier sur le système de formation à l'obtention du permis de conduire et précise les règles applicables à la circulation routière. Son adoption contribuera à la mise en œuvre effective des dispositions du Code de la route et à la réduction sensible des accidents de la route. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture le projet de décret portant approbation du document de politique de l'industrie du textile et de l'habillement du Togo 2022-2030. Dans la perspective de renforcer ses capacités de transformation du coton ainsi que l'attractivité de sa destination, notre pays se dote d'une politique intégrée de l'industrie du textile et de l'habillement qui mettra l'accent sur l'amélioration de la production et la transformation du coton produit au Togo. En effet, le développement de l'industrie textile dans notre pays permettra de créer des emplois, d'augmenter le revenu par habitant de la population et ainsi de contribuer à l'amélioration de l'économie nationale. La mise en œuvre de cette politique permettra en outre de réaliser l'ambition du pays en matière de création de véritables industries extractives et transformatrices conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative au bilan de l'année scolaire 2021-2022 présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. L'année scolaire 2021-2022, qui s'achève, a été marquée par la mise en place progressive de nouveaux procédés de pilotage de l'ensemble du système dans le but d'améliorer substantiellement les performances scolaires. Cet objectif a été atteint
au regard des résultats obtenus aux différents examens nationaux. Ainsi, les taux de réussite suivants ont été enregistrés. Pour le certificat d'études du premier degré, CEPD, 93,30%. Pour le brevet d'études du premier cycle, BEPC, 82,99%. Pour le baccalauréat, première partie de l'enseignement général, 78%. Pour le baccalauréat, première partie de l'enseignement technique, 71,71%. Et pour le baccalauréat, deuxième partie des enseignements général et technique, 74,34%. Dans le but de poursuivre l'amélioration du système éducatif, les actions et réformes ayant conduit à l'obtention de ces résultats encourageants nécessitent d'être complétées et consolidées par d'autres mesures en perspective. Ceci dans un climat de maintien constant de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales d'enseignants et de parents d'élèves et pour le devenir des élèves. Le Conseil des ministres a saisi cette opportunité pour adresser ses félicitations aux apprenants, aux encadrants, ainsi qu'aux parents d'élèves qui se sont mobilisés pour aboutir aux résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la progression du nombre de filles parmi les admis. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la Convention portant cadre de gouvernance pour la dématérialisation des procédures et services publics présentée par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Cette communication fait suite à la présentation lors du précédent Conseil de l'évolution du processus de digitalisation des démarches administratives. Les échanges et réflexions se sont poursuivis afin d'établir les bases communes de cet exercice qui nécessite l'adhésion de chaque entité partenaire afin d'en garantir la réussite. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative au projet de réorganisation du transport public urbain de personnes par taxi, taxi-moto et tricycle, présenté par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Le secteur des transports constitue un des leviers capables de générer une croissance économique forte et durable, notamment à partir de la création des externalités favorables à la production. Pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le développement des autres secteurs d'activité et dans le but de consolider les résultats déjà acquis, il est nécessaire que des actions urgentes y soient menées en général et plus particulièrement dans le sous-secteur des transports routiers. Ce dernier assure plus de 90% des déplacements des personnes et des biens. Cette communication a pour objectif de présenter au Conseil la mise à jour du cadre réglementaire relatif aux activités de transport urbain, en prenant notamment en compte les transports effectués par les motocycles et les tricycles. Le Conseil a enfin écouté une communication relative aux fermes modèles développées par le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, présenté par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Les fermes modèles sont des fermes de démonstration et de formation de producteurs à l'adoption et à l'utilisation de techniques et technologies modernes de production. Ceci afin d'améliorer le rendement et la qualité de production. Elles permettront de développer plusieurs chaînes de valeur dans les filières prioritaires, de mettre en place des coopératives performantes, d'amener un nombre conséquent de producteurs à adopter des technologies et accroître les niveaux de production. Une phase pilote de mise en place de ces fermes, dont l'efficacité permettra de généraliser les différentes technologies à l'échelle nationale, est en cours dans toutes les régions économiques du pays. Fait à Lomé, le 25 juillet 2022, le Conseil des ministres.
En cette fin d'année, différentes performances ont été enregistrées pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. C'est le résultat de plusieurs facteurs. Le ministre de la Communication revient dans cet extrait sur les raisons qui ont permis d'arriver à ces performances. L'année scolaire s'est effectivement achevée sur une note très encourageante en termes de résultats. Les différents examens nationaux nous ont permis d'obtenir des résultats plutôt satisfaisants. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, il est possible d'identifier un certain nombre de facteurs comme ayant présidé à l'obtention de ces résultats. D'abord, on peut saluer la mobilisation des apprenants eux-mêmes, parce que ce sont eux qui passent les examens après avoir acquis des connaissances et des compétences en classe. On peut noter également la participation des enseignants, parce que ce sont eux qui forment et qui permettent à ces élèves d'avoir un niveau satisfaisant. La contribution des parents d'élèves ne doit pas être négligée, parce que à la maison ou même dans les comités de parents d'élèves, nos parents à la maison participent ou ont participé de façon effective à ces résultats. Et puis de façon beaucoup plus globale, le cadre dans lequel l'année scolaire s'est déroulée s'est révélé plus ou moins apaisé. Les éléments de dialogue qui ont été utilisés par le gouvernement, les fêtières de syndicats des enseignants, ont permis d'avoir une année apaisée. Et l'intégralité de la conférence de presse à la suite du Conseil des ministres est à suivre en fin de journal. Nous vous l'annoncions en titre, le Togo veut se doter d'un schéma directeur pour l'agriculture irriguée. Le document est en cours de validation. Objectif, améliorer les rendements agricoles et la productivité conformément au projet P12 de la feuille de route gouvernementale. Écoutez. L'agriculture irriguée, une pratique culturelle de plus en plus prisée pour contourner les effets du changement climatique. Après un an d'études, le Togo se dote d'un schéma directeur de cette pratique. Le document soumis à validation sera exécuté jusqu'en 2040. Ce schéma directeur va permettre au ministère de l'Agriculture, particulièrement aux exploitants agricoles, d'exercer leurs activités en toute saison. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer les rendements et la productivité agricole. Et pour pouvoir créer, améliorer, augmenter aussi les revenus des producteurs en vue de construire une agriculture durable et avoir une sécurité alimentaire pour toutes les populations. À travers ce projet, le Togo entend aussi mettre en valeur de façon optimale ses ressources naturelles. L'agriculture ne sera plus dépendante uniquement de la pluie. C'est à forte raison que l'Union européenne accompagne le gouvernement dans la réalisation de cette ambition. Au Togo, seulement 1% de l'agriculture est irriguée. La moyenne dans le monde est de 20%. Il y a donc encore des gains considérables de productivité qui sont possibles. Et le Togo s'est engagé dans ce secteur avec son plan national de développement, mais aussi sa feuille de route. Donc c'est très important d'avoir un plan qui dit clairement où sont les ressources en eau, quelles sont les ressources exploitables, comment les exploiter pour les exploiter de manière durablement, mais aussi pour augmenter la productivité du secteur agricole au Togo, pour créer des richesses. Une étude est actuellement en cours sur 6 sites à travers le Togo pour l'expérimentation de l'agriculture non pluvieuse. L'irrigation dans le secteur agricole est, à n'en pas douter, un atout pour les producteurs de riz et les maraîchers. Et pour s'adapter également aux exigences du marché mondial et garantir la bonne santé des consommateurs, les producteurs agricoles de la région des Savanes ont appris de nouvelles techniques de production bio et l'entrepreneuriat agricole. Gérard Lagoudou, en savoir plus. Les producteurs agricoles de la région des Savanes se mobilisent pour mieux s'affirmer sur le marché international. Et dans un environnement caractérisé par la compétitivité à l'échelle mondiale, produire bio devient un impératif pour plus de rentabilité et préserver la santé humaine. Cette formation vient à point nommé
Les productions agricoles sont actuellement source de beaucoup de maladies à cause de l'utilisation des intrants chimiques. Or, la formation qui vient de se dérouler a permis à ces participants d'avoir des techniques de fabrication des insecticides, des biofertilisants et du compost, ce qui leur permettra de produire de manière biologique. Et à l'issue des travaux, les participants rassurent. Maintenant, nous avons appris à fabriquer l'insecticide avec les feuilles de nîmes, feuilles de papaye, avec l'ail et oignon, piment et autres. Prochainement, on ne va plus payer les insecticides chimiques et les engrais chimiques. On va produire nous-mêmes. Au niveau des engrais bio, il nous a demandé de faire une fosse, la fosse compostage, qui donne la longueur de 3 mètres et la largeur de 1,5. Pour le faire comme ça, il s'agit des herbes sèches, soit des tiges de nil, des tiges de maïs comme ça. Si il compose des tiges de mil, il faut balancer ça dans l'eau. Et pour passer à l'échelle, ces acquis seront partagés au sein de leurs communautés respectives pour mieux répondre aux normes et standards internationaux. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP a accompagné les présents travaux avec l'appui du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Les maires des 117 communes du Togo ont pris fonction il y a bientôt 3 ans. Un bilan à mi-parcours s'impose. Focus ce soir sur la mairie du Moyen Mono 1, commune naissante qui fait de son mieux pour l'épanouissement des populations à son actif. Sylvain Abdou. Ton dans le Moyen Mono. Dans cette préfecture, 2 communes, Moyen Mono 1 et Moyen Mono 2. Et c'est ici, dans ces locaux, que la première commune se loge depuis sa prise de fonction le 16 octobre 2019. Une administration pour mieux s'occuper des administrés. Dès notre arrivée, nous avons mis en place un mécanisme sur le plan administratif qui permet au personnel de la mairie de donner satisfaction à tous ceux qui sollicitent notre service. Tout ceci pour respecter la lettre prescrite par le chef de l'État en ce qui concerne le rapprochement de l'administration des administrés. Le rapprochement de l'administration des administrés est donc d'une importance capitale. Une politique pour également définir des priorités en matière de développement. Et durant les 3 ans de parcours, des actions se dessinent en termes de réalisation, même si beaucoup reste encore à faire. Au moins, vous voyez la forage qui est à côté. C'est le maire qui est arrivé, on a trouvé ce forage-là. Le forage pour le marché, c'est gratuit. On ne paie pas l'eau avant de boire. Si vous allez un peu devant, il y a 2 hangars qu'on vient de réhabiliter. C'est par rapport au maire qu'on vient de nous réhabiliter notre 2 hangars là. Après leur élection, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements par rapport au développement. Oui. Et pour ça, nous avons de l'espoir. Pour d'autres, il faut encore des actions à mener. Il y en a, pour lesquels on peut dire on se sent satisfait, mais pour beaucoup d'autres encore, ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Donc il y a beaucoup encore qui reste à faire. Comme quoi, par exemple? Notamment, si je prends l'exemple d'ici, il y a la voirie qui n'est pas encore fonctionnelle. Il y a aussi des rues. Le balayage des rues, ce n'est pas encore ça. Il n'y a que des volontaires qui le font. Comme je l'ai dit avec la voirie, c'est également les VEC qui s'en chargent. Donc après leur mission, comment ça va se faire, on ne sait pas. Donc c'est pas encore ça. Les services de la voirie ne sont pas encore réellement fonctionnels. Ce qui, selon lui, nécessite un plan de développement communal PDC, un plan pour définir les priorités, planifier et exécuter les actions en fonction des besoins de chaque localité. Jusqu'ici, il n'y a pas encore un plan de développement communal. Donc c'est alors qu'il faut ce plan pour qu'on sache où on va, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Sans ce plan de développement, on va naviguer à vue. Je sais que les tractations sont en cours pour l'élaboration du PDC de la commune. Ici, dans le Moyen Mono 1, l'exécution des actions se fait à base d'un plan annuel. Mais des actions sont en cours
pour l'élaboration d'un PDC. C'est sur le plan d'action annuel que nous utilisons souvent et ce plan d'action annuel est axé sur les plans d'action cantonaux, les plans d'action villageois, ce que nous appelons les PAC et les PAV. Pour le moment, c'est ce que nous utilisons. Et il est vrai, des démarches sont en cours, des préliminaires sont déjà opérationnels pour lancer l'élaboration du plan de développement communal qui peut vraiment nous permettre de booster le développement dans notre commune. La vision du gouvernement, permettre aux communautés d'amorcer leur propre développement, d'où la naissance des communes pour mieux se rapprocher des populations afin de bien combler leurs attentes en matière de développement local. L'organisme Millennium Challenge Account OMCA en tournée de sensibilisation, de communication et d'information à travers certaines préfectures du pays. C'est sur le projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole. 2 préfectures ont été déjà visitées par l'OMCA. Il s'agit de Tchamba et d'Ankpen. Nestor Mouzou. Selon l'enquête Cube, questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être de 2015, seulement 9,6% de la population rurale au Togo possédant des terres ont des documents de propriété. L'autre constat, c'est que la sécurisation des droits fonciers formels est inaccessible aux petits agriculteurs en raison des coûts et de la complexité de l'administration. Les femmes sont particulièrement impactées par l'insécurité foncière, réduisant ainsi leur accès à l'exploitation des terres. Dans le souci d'apporter des solutions à ces difficultés, l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account, OMCA, qui est chargé du programme Seuil, financé par le gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation, a conçu le projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole. Ce projet fait l'objet d'une campagne de communication et d'information des acteurs dans les préfectures retenues. La campagne s'est déjà déroulée dans les préfectures de Tchamba et de Dankpen. Le projet entend améliorer le cadre du régime coutumier à travers le développement des méthodologies efficientes dans les zones de test. Ce projet vise à renforcer le cadre institutionnel de la sécurisation du régime foncier. Et donc, dans les 5 préfectures qui ont été identifiées sur toute l'étendue du territoire, il va y avoir des tests de méthodologie. Et ces méthodologies-là vont porter en premier sur l'identification et la cartographie des parcelles, sur la gestion de l'information foncière. Ça va porter également sur l'enregistrement, comment enregistrer sa parcelle, et également sur la gestion des conflits. Les préfectures dans lesquelles la campagne est menée ont été choisies parce qu'elles présentent des problèmes fonciers spécifiques, notamment des aspects de la production agricole, des caractéristiques du marché agricole et une certaine spéculation foncière. Les bénéficiaires du projet saluent l'initiative. Le problème du foncier est un problème qui est partout dans notre pays, dans nos communes et dans nos villages. Cette rencontre est venue à point nommé pour nous éclairer sur comment avoir de propres titres fonciers coutumiers. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la délimitation de nos terres. Et aujourd'hui, nous sommes là pour écouter l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account sur la manière de gérer nos problèmes fonciers. Nous sommes très heureux du projet qui est venu et pour lequel nous avons été entretenus. Que ce soit les imams, les prêtres, les CDQ, les CVD, ils sont venus, c'est pour bien écouter et mettre en pratique ce qui sera dit. La terre que nous utilisons et qui nous donne sa faveur nous met aussi en litige. Chaque jour, les problèmes de terrain sont traités chez le chef de canton ou chez le préfet. Donc nous trouvons le projet très intéressant. Le projet va durer 4 ans. En dehors de Tchamba et d'Ankpen, les autres préfectures de mise en œuvre de ce projet pilote sont Oti, Wawa et Zio. L'autre titre de ce journal, la célébration de la journée africaine des mers et des océans au Togo sur le thème « Renforcer le programme de l'économie bleue en Afrique ». Une rencontre est organisée à Lomé pour la circonstance par l'Organisation des femmes du secteur maritime des pays membres de l'Union africaine. Clarisse Atikle nous en dit plus. La mer et l'océan. C'est de là que ces femmes tirent leurs revenus au quotidien. Qu'elles soient commerçantes de poissons frais ou des transformatrices, elles doivent beaucoup à la mer. À l'occasion de la Journée africaine des mers et des océans, un appel fort leur est lancé. Protéger les mers, les océans, bref,
l'environnement marin. Aujourd'hui, nos mers contiennent beaucoup de déchets. Ça commence par les déchets plastiques. Et vous savez que l'emballage que nous utilisons, les sachets, tout ça c'est jeté dans la mer. Et une fois que c'est parti dans la mer, vous voyez que ça constitue une source de destruction de nos produits. Et donc c'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation. Il y a aussi l'aspect concernant l'érosion côtière. Et donc toutes les femmes doivent pouvoir contribuer. 25 juillet, comme date de commémoration de la Journée africaine des mers et des océans, a été instituée par l'Union africaine. African Women in Maritime Organization, WIMA Africa, a saisi l'occasion de cette célébration pour faire prendre conscience aux femmes du secteur maritime. Leur rôle dans le développement de l'économie bleue en Afrique reste capital. Nous allons également aborder l'aspect concernant l'économie bleue et donc faire en sorte que nos eaux soient sûres, efficientes et que ça puisse vraiment profiter à tous nos États. Et c'est l'occasion également de lancer un appel à toutes nos communautés, à toutes les populations, pour que nous prenions soin de nos mers et de nos océans. Tout ce qui concerne l'érosion côtière et aussi l'émancipation de la femme. La femme doit pouvoir s'autonomiser. Et donc, tout ce qui va concerner le développement de la femme fera objet de discussion. Sensibilisation, formation et information seront donc au rendez-vous jusqu'au 27 juillet pour susciter davantage l'intérêt des femmes du secteur maritime du Togo autour de l'émergence de l'économie bleue en Afrique. Ceci, nous demandons l'autonomisation des femmes dans les secteurs. Mais les femmes ne peuvent pas rester en dehors. Donc les femmes doivent être impliquées dans cette affaire. Comme on dit, cette affaire nous concerne. Et nous qui sommes déjà, qui avons l'information, c'est comme les prophétesses des bonnes nouvelles. Nous avons le devoir de pouvoir en parler, sensibiliser pour que les jeunes hommes ou les jeunes filles et tous ceux qui sont autour de nous comprennent que là-bas, il y a des richesses et que nous ne pouvons pas rester en dehors de cela. Environ 1500 milliards de dollars sont capitalisés chaque année à travers les mers et les océans. Les femmes ne représentent que 2% des travailleurs du secteur. Elles gagneraient beaucoup en participant activement aux initiatives prises dans le secteur et c'est le vœu de WIMA Africa. Je reste persuadée. Allez, passons maintenant à l'actualité internationale, en bref, avec la CEDEAO qui salue les progrès en matière de sécurité au Burkina Faso. Le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est à Ouagadougou. Umaro Sissoko Ambalo a promis un soutien continu de la part de l'Union politique et économique de 15 pays. Les Tunisiens, eux, se prononcent sur la constitution de la discorde. Un an après la dissolution du Parlement par le chef de l'État tunisien, un peu plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi. Un référendum sur une nouvelle constitution, un projet controversé. 4 malfrats dans le collimateur de la justice togolaise, des présumés voleurs armés. Ils ont été interpellés par la brigade de recherche et d'investigation maritime. Les faits nous sont relatés ici par le commandant Kofi Tedjoumi, propos recueillis par Gisèle Kozona. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022, certains transporteurs en direction de Kara et de Ouagadougou ont été victimes de vols à main armée perpétrés par 8 individus. Le forfait s'est passé alors que leur camion était tombé en panne sur la nationale numéro 1 à hauteur de Kolo. Il est situé dans la préfecture des Zion. Ces malfaiteurs ont profité de la situation fortuite pour faire irruption sur leurs victimes, les tenir en respect avant de les molester et leur exproprier et stocker un montant de 320 000 francs et emporter un ballot de pagne et 5 téléphones portables. La police nationale a aussitôt ouvert une enquête qui a permis d'interpeller la nuit suivante les nommés Doji, Shérif et Jules en flagrant délit de vol sur un camion en progression vers le nord. Et c'était quasiment au même endroit. Interrogés sur les faits et sur l'équipe éventuelle qui aurait opéré la veille, ceux-ci ont cité le nommé Seignon comme étant leur receleur, chef de gang, et qu'ils pouvaient identifier l'équipe qui a commis le forfait la veille. Ce dernier, un conducteur de taxi-moto,
a été immédiatement interpellé, sa voiture personnelle saisie et ses domiciles perquisitionnés. La perquisition a permis de saisir une somme de 360 000 francs, des rouleaux de fil électriques, des fers, des ballots de pneus de vélo, des roulets de fil galvanisés, des meubles, des chaises plastiques et des pneus de voiture soigneusement dissimulés. Auditionné, il a avoué participer aux actes de vol et qu'il recelait les objets volés. Il faut noter que cet individu est recherché par les services de police pour avoir commis les mêmes faits en 2020 et 2021 au préjudice d'une commerçante burkinabé et de plusieurs autres plaignants. Les présumés voleurs ne sont pas à leur premier acte. Ils sont des repris de justice pour avoir commis des faits de vol, de viol sur mineurs, de recel et de consommation de cannabis. Ils seront présentés au parquet pour répondre de leurs actes délictuels. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, lundi 25 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 973, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 501, 33 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 195 et le nombre de décès est de 277. Information rendue publique par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Nous vous proposons à présent l'intégralité de la conférence de presse animée à la suite du Conseil des ministres de ce jour. Moi, c'est Fona Kadwaso du journal Libération. Au cours du Conseil des ministres, vous avez fait passer une communication relative au bilan de l'année scolaire 2021-2022. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a milité en faveur de cette performance. L'année scolaire s'est effectivement achevée sur une note très encourageante en termes de résultats. Les différents examens nationaux nous ont permis d'obtenir des résultats plutôt satisfaisants. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, il est possible d'identifier un certain nombre de facteurs comme ayant présidé à l'obtention de ces résultats. D'abord, on peut saluer la mobilisation des apprenants eux-mêmes, parce que ce sont eux qui passent les examens après avoir acquis des connaissances et des compétences en classe. On peut noter également la participation des enseignants, parce que ce sont eux qui forment et qui permettent à ces élèves d'avoir un niveau satisfaisant. La contribution des parents d'élèves ne doit pas être négligée parce que à la maison ou même dans les comités de parents d'élèves, nos parents à la maison participent ou ont participé de façon effective à ces résultats. Et puis de façon beaucoup plus globale, le cadre dans lequel l'année scolaire s'est déroulée s'est révélé plus ou moins apaisé. Les éléments de dialogue qui ont été utilisés par le gouvernement, les fêtières de syndicats des enseignants, ont permis d'avoir une année apaisée. Il faut par ailleurs noter que nous sortons quasiment d'une année de Covid et ce facteur ne doit pas être négligé dans les résultats obtenus. De façon structurelle, il y a eu des avancées. Dans notre pays, la technique qui est utilisée, c'est l'approche par compétences. Et les résultats peuvent aussi être corrélés par cette approche par les compétences. Et les différentes réformes qui ont été mises en place, notamment en termes de formation des enseignants, formation continue, en termes de dotation des différentes directions régionales en matériel roulant, en matériel informatique. Donc, c'est véritablement une synergie de moyens qui a permis d'obtenir ces résultats. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, il faut rester mobilisé pour accroître les résultats, faire en sorte que nos apprenants ou les élèves de nos différentes écoles puissent continuer à avoir des résultats tout aussi satisfaisants. Oui, monsieur le ministre, nous restons toujours dans le secteur éducatif. Nous avons constaté que les années scolaires sont souvent émaillées de perturbations, de grèves.
Je voudrais savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement prend d'ores et déjà pour que l'année 2022-2023 ne connaisse pas cette même situation. Je pense que les grèves, ce sont des événements qui peuvent arriver dans une société. Il y a des mécanismes de revendication qui existent, notamment les grèves. Maintenant, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que, quand ces situations arrivent, que l'on trouve des mécanismes pour pouvoir gérer les difficultés. Et aujourd'hui, il y a une note de satisfaction parce qu'il y a un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement, les organisations syndicales, les parents d'élèves. Ce cadre-là gagne à être consolidé, à être renforcé pour prévenir tout simplement les situations de conflit. Donc le gouvernement continuera à œuvrer dans ce sens, à renforcer le cadre de dialogue. Il y a un mémorandum d'entente qui a été signé, faire en sorte que ce mémorandum continue de trouver application au quotidien. En marge de cela, le gouvernement travaille au renforcement de la condition enseignante, notamment par la formation des enseignants, une formation continue, par la mise en place des inspections, en tout cas le recrutement d'inspecteurs et leur déploiement sur le terrain, par la construction des salles de classe. Il y a plusieurs projets qui actuellement sont en cours en termes de réhabilitation des salles de classe et d'autres qui vont suivre en termes de construction de salles de classe. Donc, une batterie de mesures à mettre en mouvement pour que les années à venir puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles et nous permettre de continuer à avoir une école de qualité. Moi, c'est Gildas Adjakoto de Radio Victoire FM. Cette année, en attendant la publication du bilan, la situation sur nos routes est toujours alarmante. Monsieur le ministre, dans ce contexte concret, nous voyons toujours sur nos routes des surcharges, des épaves dans la capitale même. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour agir en ce sens-là? Le constat que vous faites est une réalité de notre quotidien. Maintenant, face à cette réalité, la solution à apporter doit-elle être une solution réglementaire? Tel est le sens de votre questionnement. Vous savez, pour que l'État puisse agir, il faut absolument un cadre. Il faut un cadre juridique pour que l'État puisse agir de façon efficace. Aujourd'hui, il est question d'un décret qui fixe les modalités d'application de la loi de 2013. Si l'on repart un tout petit peu en arrière, on sait que nous avions hérité d'un code dans les années 30. La loi de 2013 est venue actualiser les dispositions de ce code, mais aujourd'hui, au regard des nouveaux types de mobilité et en tout cas des nouveaux comportements, il est nécessaire de préciser le cadre ou les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre, les contrôles doivent s'exercer. Mais là où je partage votre avis, c'est qu'au-delà des textes, ce sont les comportements qu'il faut changer. Il y a un cadre juridique qui est posé. Les textes sont prévus pour réguler le secteur, mais ce sont les individus aussi qui doivent prendre leurs responsabilités dans ce qu'ils font de leur utilisation de la route. Moi, c'est François Aniba Kédé de République of Togo. Le Conseil a écouté une communication relative à des fermes modèles que le MIFA est en train de développer dans les différentes régions de notre pays. Comment est-ce que le gouvernement fera pour que cette énième initiative ne soit pas une initiative de plus, mais que cela apporte réellement une valeur ajoutée au secteur agricole? Moi, je pense que le MIFA est une initiative particulière, on peut dire une initiative unique. Le secteur agricole est un secteur qui doit se battre pour trouver les financements. Le MIFA est venu à point nommé pour proposer une autre alternative en termes de financement de l'agriculture. Après quelques années d'expérimentation, un certain nombre d'évolutions ont été constatées, mais l'on a aussi noté qu'il restait des défis à relever. C'est la raison pour laquelle l'actionnariat du MIFA a évolué pour faire entrer un nouveau partenaire stratégique. Et ce nouveau partenaire stratégique vient avec de nouvelles idées.
Lorsqu'on parle des fermes modèles, on parle ici d'une façon de faire différente. On peut schématiser. Le MIFA, au départ, accompagnait les agriculteurs. Mais les agriculteurs, pour beaucoup d'entre eux, utilisaient les mêmes techniques culturales qu'ils utilisaient auparavant, ce qui ne nous permettait pas, malgré le financement, d'obtenir une productivité plus importante. À partir de là, les fermes modèles consistent tout simplement à dire qu'il faut aller vers de nouvelles technologies agricoles. Mais entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un écart. Donc, une ferme modèle aujourd'hui va consister en quoi? Vous prenez un hectare, vous le scindez en deux. 50%, on vous laisse pratiquer comme vous aviez l'habitude de faire. 50%, on vous accompagne sur de nouvelles façons de faire. Et à la fin de l'exercice, entre guillemets, on fait la part des choses pour vous montrer sur pièce qu'en utilisant de nouvelles techniques, vous pouvez obtenir des résultats meilleurs en termes de productivité que ce que vous aviez sur vos anciennes pratiques culturelles. Et cela ne va pas se faire de façon désincarnée. Il va y avoir d'abord des semences améliorées qui vont être proposées, les semailles vont être suivies, la floraison, la récolte, donc tout le processus est suivi. L'idée ici du MIFA, c'est véritablement d'être au cœur de l'agriculture, pas uniquement en étant une banque, entre guillemets, mais en étant un acteur, un partenaire de l'agriculteur au quotidien. Pour aller plus loin, lorsque vous avez une structure comme une ferme modèle, d'ailleurs les fermes sont en train d'expérimenter sur toute l'étendue du territoire, il va y avoir en accompagnement une meilleure utilisation de la carte de fertilité des sols, parce que nous avons désormais une carte de fertilité des sols, de nouvelles techniques en termes d'irrigation, donc un véritable paquet d'outils que l'on va mettre à la disposition de l'agriculteur. Donc je considère véritablement que les fermes modèles constituent un pas en avant en termes d'augmentation de notre productivité agricole. Depuis un bon moment, on n'entend plus parler en tant que tel du MIFA comme cela se faisait. À quoi est dû ce silence entre griffes, monsieur le ministre? Mais cela me semble tout à fait normal. Lorsque le partenaire stratégique est rentré dans le MIFA, il me semble qu'il fallait lui laisser le temps de s'approprier le mécanisme, de s'approprier les réalités du terrain. Et l'une de ses premières sorties est les fermes modèles, parce qu'il y a un travail de fond qui a été réalisé pour constater l'existant et se rendre compte de des faiblesses que nous pouvions avoir, et ensuite proposer des solutions qui pourraient permettre de corriger ces faiblesses. Monsieur le ministre, ma question porte sur la communication relative au projet de réorganisation de transport public urbain de personnes par taxi, moto et tricycle. Je voudrais savoir comment se fera cette réorganisation. La réorganisation des transports urbains s'impose. Vous savez, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il n'y avait pas certaines formes de mobilité. Les taxis-motos n'existaient pas, les tricycles n'existaient pas, et nous avions l'habitude de circuler en taxi ou en bus. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de mobilité. Et sur ces nouvelles formes de mobilité, même sur les anciennes formes de mobilité, il y a des questionnements à avoir. Si nous prenons les taxis, simplement, normalement, un taxi pour circuler en ville doit avoir un numéro d'agrément, doit avoir une peinture distinctive, doit avoir le pavillon sur le toit. Il y a toutes ces exigences qu'il faudrait respecter avant de circuler. On constate par endroits que ces exigences ne sont pas respectées. Lorsqu'on parle de transport urbain, on est dans le cœur de la ville. On observe aujourd'hui qu'on a des taxis qui peuvent faire 300 à 400 km, ce qui n'est pas normal. Il y a désormais les taxis-motos et les tricycles. Pareillement, les taxis-motos doivent respecter un certain nombre de règles pour pouvoir circuler. Les tricycles, c'est pareil. Donc, vous voyez bien que face à ces nouvelles formes de mobilité, il était nécessaire de réactualiser les règles pour réorganiser le secteur. Aujourd'hui, il est possible de voir des mineurs conduire un tricycle, ce qui n'est pas normal. Dans le code de la route, le tricycle est classé dans la catégorie A3, ne peut être conduit que par une personne
détenant un permis et ayant au moins 18 ans. Donc, toutes ces considérations imposent une relecture du cadre pour faire en sorte que la route ne devienne pas une jungle en réalité. Oui, à la suite de cette même question, monsieur le ministre, je voudrais savoir si cette relégation se fera uniquement dans la ville de Lomé ou elle s'étendra dans les autres centres urbains du pays. Alors aujourd'hui, on a un texte qui parle de transport urbain, donc tous les centres urbains sont concernés par ce texte. Donc il me semble que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de créer le cadre. Une fois que le cadre est créé, les actions qui vont être menées à l'intérieur du cadre seront facilitées. On parle du textile et de l'habillement, version togolaise. Est-ce que c'est dans le cadre de la consommation locale ou bien c'est également destiné à l'international? Alors, la communication a porté sur une politique de façon générale sur l'industrie du textile et de l'habillement. Quelle est l'ambition? Aujourd'hui, le Togo regarde sa production de coton. L'on observe que nous produisons du coton. Nous avions eu des productions importantes par le passé, il y a eu une diminution et aujourd'hui, on se projette vers une remontée de la production. La vente du coton brut nous rapporte de l'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir espérer, n'est-ce pas, avoir une industrie qui fonctionne. Le parti qui a été pris et qui rentre dans une politique beaucoup plus globale, c'est de ne plus vendre du coton brut, c'est de faire de la fibre à la mode, c'est-à-dire de donner une plus-value à la fibre et de vendre des produits finis qui rapportent beaucoup plus que le coton fibre. Il y a eu l'opérationnalisation de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui permettra d'installer des unités de transformation. Donc l'ambition désormais, c'est d'augmenter la production de coton fibre, d'opérer une transformation sur place, en fil, en tissu, et une fois que cette transformation est réalisée, de regarder dans quelle mesure le marché national peut absorber une partie, mais si le marché national ne peut pas absorber la totalité de la production, il est évident que l'exportation sera la cible de l'excédent qui restera. Donc aujourd'hui, la politique ne va pas se résoudre à adresser exclusivement le marché interne, mais le marché externe également sera visé. Quelles sont réservées à ces unités-là dont nous avons connaissance comme Dacha et celle de Kara? C'est fini pour elles? Pas du tout. Il y a eu un travail de recensement de nos différents sites industriels désaffectés. Et pour parler strictement des unités textiles, notamment Dacha et Kara, il est possible, enfin je peux vous le dire, l'unité de Dacha par exemple va être réaffectée. C'est-à-dire que dans le schéma de la politique de l'industrie du textile et de l'habillement, l'unité de Dacha sera réintroduite dans le circuit pour accueillir des structures, soit de transformation ou autres. L'unité de Kara, la réflexion est ouverte là-dessus. Donc il y a dans cette politique la volonté de remettre ou de revaloriser ces unités qui ont fait la fierté de notre pays pendant de longues années. Quand on parle aujourd'hui du textile et de l'habillement, il y a certains pays poids lourds. Comment est-ce que le gouvernement pense mieux gérer ou bien être à la hauteur de cette concurrence? Notre pays ne se met pas au même niveau que les mastodontes dont vous venez de parler, mais va se battre à son échelle. Nous produisons du coton et nous ambitionnons de vendre des produits finis. Nous avons un marché intérieur que nous souhaitons alimenter, mais il y a également un marché extérieur que nous pouvons aller chercher. Nous ambitionnons de mettre en place des outils de production. Nous avons une main-d'œuvre importante. Le coût de la main-d'œuvre est relativement bas chez nous, ce qui veut dire qu'en termes de concurrence, nous avons des arguments à faire valoir. À nous maintenant de continuer à nous rendre attractifs pour accueillir les investissements pouvant accompagner cette industrialisation et nous permettre de produire et de pouvoir écouler nos produits sur les marchés internationaux. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.